On a tous l'impression de reconnaître une note de musique, instantanément. C'est simple, non? Pourtant, pour un ordinateur, ce même son est d'une complexité scientifique assez folle. Aujourd'hui, on va décortiquer comment les machines apprennent petit à petit à entendre. La question de départ, elle a l'air toute bête. Comment un ordinateur fait pour savoir de quelle note il s'agit? On joue un son, la machine l'identifie. Facile. Sauf qu'en réalité, derrière cette simplicité, se cache un immense défi technique et algorithmique. Alors, voici le programme. On va partir de cette question simple, puis on va plonger dans les complexités cachées du piano. Ensuite, on verra comment les algorithmes cherchent des motifs, on découvrira 2 solutions de pointe, et on terminera sur l'importance d'enseigner l'audition aux machines. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre qu'il y a un fossé, un véritable gouffre entre ce que notre oreille perçoit si facilement et ce qu'un ordinateur voit quand il analyse un signal audio. Voilà, c'est très parlant. À gauche, on a la théorie, une belle onde sinusoïdale, un son pur, parfait. Et à droite, c'est la réalité, le son d'un vrai instrument. C'est chaotique, plein de pics, irrégulier. Le défi, c'est d'arriver à extraire une information claire, une seule note, de ce signal qui ressemble à un vrai bazar. Et pour corser les choses, prenons un exemple que tout le monde connaît, le piano. Cet instrument est un cas d'école fascinant parce qu'il ajoute plein de couches de complexité qui rendent la tâche encore plus ardue. Pour qu'un algorithme identifie une note, il ne cherche en fait qu'une seule chose, le Graal, la fréquence fondamentale. On l'appelle F0. C'est elle qui donne la hauteur de la note, le fameux La 440 par exemple. C'est la cible numéro 1. Et c'est là que le premier problème sérieux arrive, l'inharmonicité. C'est un mot un peu barbare pour dire que, dans la réalité, les harmoniques d'un son ne sont pas de parfaits multiples de la fondamentale. C'est comme une empreinte digitale acoustique qui serait un peu déformée. Et ça embrouille complètement les algorithmes les plus simples. Et cette déformation, elle n'est pas due au hasard, elle est mathématique. La rigidité des cordes de piano change la donne. Regardez cette formule. Ce petit coefficient, B, le facteur d'inharmonicité, c'est lui qui sème la zizanie. Un bon algorithme doit absolument le prendre en compte, sinon c'est l'erreur assurée. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a d'autres problèmes. La plupart des touches d'un piano frappent non pas une, mais 2 ou 3 cordes. Elles ne sont jamais parfaitement accordées entre elles. Ça crée des interférences, des battements qui viennent brouiller le signal et masquer la fondamentale. Parfois même, cette fondamentale est si faible qu'elle est presque noyée par ses propres harmoniques. Alors, face à ce chaos, comment les algorithmes s'en sortent-ils? Ils doivent devenir des détectives. Leur mission, trouver un motif, une répétition, un semblant d'ordre dans ce signal très complexe. Voyons un peu leur méthode. La technique de base, la plus classique, c'est l'autocorrélation. L'idée est assez simple en fait. On prend le signal et on le compare à lui-même, mais en le décalant un tout petit peu dans le temps. On cherche le moment où la superposition est parfaite. Ce décalage nous donne alors la période du signal, et à partir de là, hop, on a la fréquence. Le souci, c'est que l'autocorrélation simple se trompe souvent. Elle peut par exemple confondre une note avec son octave. C'est là qu'un algorithme comme Yin entre en scène. Son coup de génie, c'est une étape de normalisation. En gros, il va rendre la détection beaucoup plus fiable en trouvant le bon creux dans cette courbe, celui qui correspond vraiment à la bonne période. On arrive maintenant à des solutions vraiment sophistiquées. On peut imaginer 2 philosophies qui s'affrontent. D'un côté, un spécialiste ultra méticuleux, et de l'autre, toute une équipe d'experts qui travaillent ensemble. Alors voilà nos 2 champions. D'un côté, Yin, c'est le spécialiste. Un seul algorithme, mais poussé à l'extrême, raffiné pour atteindre une précision quasi parfaite. De l'autre, on a PyTune, le généraliste. Ce n'est pas un algorithme, c'est un système entier, un framework qui va lancer plusieurs détecteurs en même temps. Il va ensuite combiner leurs avis pour donner un résultat fiable, même si le son de départ n'est pas terrible. Le secret de Yin, c'est sa méthode. C'est une approche chirurgicale en 6 étapes. Ça part de l'autocorrélation classique, puis ça applique des filtres, des normalisations, des seuils. Chaque étape est conçue pour éliminer une source d'erreur potentielle. C'est systématique, rigoureux et incroyablement efficace. PyTune, lui, a une approche complètement différente. Il faut l'imaginer comme une sorte de chaîne de production industrielle, une chaîne de diagnostic pour le son. L'objectif n'est pas seulement la précision, mais aussi la robustesse et la capacité d'adaptation. Et voilà comment cette chaîne fonctionne. D'abord, PyTune découpe le son pour se concentrer sur sa partie la plus stable. Ensuite, il le classifie. Est-ce que c'est une note grave, médium, aiguë? Ça lui permet de choisir les meilleurs outils. Puis, il lance sa fameuse équipe de détecteurs en parallèle. Il fusionne intelligemment leurs résultats pour avoir une première estimation solide. Et seulement si le signal est de très bonne qualité, il lance une dernière étape de raffinement pour obtenir une précision maximale. Bon,
Tout ce travail de haute volée, ce n'est évidemment pas juste pour créer le parfait accordeur de piano. En réalité, ça ouvre la porte à des applications bien plus vastes qui sont en train de transformer notre manière d'interagir avec le son. Et ces applications, elles sont partout. On parle de la transcription automatique d'un morceau de musique en partition, d'accordeurs intelligents qui ne donnent pas juste la note, mais un vrai diagnostic de l'instrument. On parle aussi d'analyser les émotions ou le ton dans la voix humaine, ou encore de pouvoir faire une recherche dans des heures et des heures d'archives audio, simplement en décrivant un son. Alors la prochaine fois qu'on écoute un morceau, il faudra peut-être penser à toute cette complexité cachée derrière chaque petite note. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si une seule note de piano, toute seule, représente déjà un tel défi, qu'est-ce qu'il faudra inventer pour qu'un jour une machine puisse vraiment comprendre, et peut-être même apprécier, toute la richesse d'un orchestre symphonique ?